Sur Travis Walton, il donne des éléments que je trouve assez intéressants. Alors, je voulais peut-être revenir sur ce cas, parce que je ne veux pas développer les 7-8 cas qu'il y a dans le livre. Hein. Je me suis dit, j'en prends qu'un seul. Et Travis Walton, c'est quand même un cas que je trouve un des meilleurs cas de rencontre rapprochée du quatrième type. Donc, la rencontre rapprochée du quatrième type, ce sont les cas d'enlèvement. Donc, c'est quand le témoin est, on va dire, séquestré. Le terme, il est un petit peu fort, mais se retrouve dans l'OVNI. Et puis donc c'est le cas, c'est ce qui est arrivé justement à Travis Walton le 5 novembre 75 dans les Apaches en Arizona. Donc ce que je propose peut-être, c'est de vous reparler du cas, faire un Mhm. résumé très succinct, et puis ensuite on va regarder ce que Joe McMoneagle peut nous dire sur ce cas. D'accord. Donc voilà, Travis Walton, à l'époque, il a 22 ans, c'est un bûcheron. Donc il fait des travaux forestiers. Donc il se retrouve avec ses copains ou ses collègues dans les Apaches. Donc il y a 6 jeunes hommes qui ont tous entre 17 et 28 ans. Donc ce jour-là, ils ont pris du retard dans leur activité. Ils terminent leur journée, c'est à peu près 18 heures. Et il commence à faire nuit. On est au mois de novembre. Donc ils prennent tous place dans le pick-up et ils rentrent à Snowflake, qui est la ville qui est la plus proche. Ils conduisent à peu près 200 mètres quand ils observent tous un disque lumineux qui plane à environ 5 mètres au-dessus du sol. Donc le conducteur, il s'appelle Mike Rogers. Il s'apprête à arrêter le véhicule quand Travis Walton a la super bonne idée de sauter du pick-up et de s'approcher de l'OVNI, car il veut le voir de plus près. Les autres bûcherons, eux, sont un petit peu moins téméraires. Ils restent dans le véhicule. Alors qu'est-ce qui se passe quand il s'approche de l'OVNI? Eh ben, Travis Walton, il voit que l'OVNI commence à émettre du bruit, il oscille sur lui-même, Walton prend peur, et au moment de se retourner, il ressent comme un choc qu'il décrit comme une électrocution qui frappe sa tête et sa poitrine. Alors vous pouvez imaginer ses camarades qui observent la scène, eh ben, ils voient ça, ils voient ce rayon bleu-gris frapper Walton, pas très courageux, il s'enfuit, et l'OVNI disparaît. Ils roulent un petit moment et là ils délibèrent entre eux, ils disent alors, est-ce qu'ils doivent retourner sur le lieu de la rencontre pour essayer de récupérer Walton ou est-ce que c'est encore trop dangereux? Et ils décident quand même de revenir sur place, ce qui est plutôt sympa. Ils reviennent sur le lieu, on va dire, de l'enlèvement, ils recherchent Walton partout et ils ne le trouvent pas. Et là, ils décident de rentrer, il commence à faire nuit, donc ils décident de rentrer à un autre endroit qui s'appelle Herbert, c'est la ville où ils viennent. Donc, le lendemain matin, l'un des bûcherons, qui s'appelle Ken Peterson, il appelle le shérif et il l'avertit qu'un des leurs a disparu. Le shérif, qui s'appelle Marlene Galspy, va interroger les bûcherons, qui sont tous dans un état de choc avancé, ce qu'on peut imaginer. Il décide de revenir sur l'endroit de l'enlèvement pour faire une battue, mais sans succès, et pendant ce temps, la compagne et les parents de Walton sont informés des événements, les recherches continuent, et cette fois-ci avec un hélicoptère. Donc on a de plus en plus de monde qui vont sur place essayer de retrouver Walton, et on ne le retrouve pas. Puis là, c'est là que les autorités commencent à suspecter un coup monté des Walton, ou un meurtre déguisé en enlèvement extraterrestre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font passer aux 6 témoins un détecteur de mensonges. Donc le détecteur de mensonges, c'est un test polygraphe, et on leur pose à tous les 4 mêmes questions. On va leur demander, avez-vous blessé Travis Walton? Avez-vous dit la vérité sur l'observation d'un ovni causant la disparition de Travis Walton? Et en fait, le résultat, c'est que pour les 5 témoins, le test conclut qu'ils disent tous la vérité. Il y a juste, pour un des bûcherons, c'est pour Dallas, les résultats n'ont pas permis de tirer de conclusion. Donc, sur la base du test, on peut dire que les témoins ont bel et bien vu un ovni et que Walton n'a pas été blessé ou tué par l'un de ces hommes. Alors, dénouement de l'affaire, après 5 jours de disparition, vers minuit, Walton réapparaît. Donc là, il se trouve près d'une cabine téléphonique, près de la station essence de Herbert, et il appelle Grant Neff. Alors, Grant Neff, c'est son beau-frère, et il lui dit, c'est Travis, je suis à la station essence, j'ai besoin d'aide, viens me chercher. Alors bon, il n'est pas en très bonne condition physique, il a perdu du poids, il est déshydraté, sa barbe a poussé de 5 jours, ses yeux sont rougis, il est complètement désorienté, et il parle vaguement de créatures munies qui ont des yeux un peu terrifiants. Et ce n'est que quelques jours plus tard que le consultant scientifique de l'APRO, donc l'APRO c'est une association ufologique,
qui s'appelle James Harder, il entame une régression hypnotique de Walton. Alors, en gros, Walton, il reprend conscience. Alors, ce que va raconter Walton, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite au choc, le choc qu'il a pris, il a repris conscience dans une pièce. Sa vision est trouble, il se sent faible, il est assoiffé, et il voit comme de l'équipement médical autour de lui. Et c'est là que 3 entités s'approchent de lui dans une combinaison orange. Donc, il les décrit. Il dit, les entités sont petites. Ils ont un grand crâne chauve, pas de sourcils, pas de cils, des yeux énormes, très peu de blanc d'œil et une bouche et un nez très petits. Donc ils font un peu penser au gris finalement. Donc ce qui est intéressant dans le cas Travis Walton, c'est un cas qui s'est déroulé il y a plus de 40 ans et Travis Walton n'a pas changé d'un iota sa version des faits. On a quand même plusieurs témoins qui ont passé des détecteurs de mensonges. Les tests des détecteurs de mensonges ont été concluants. Et pour moi, c'est un cas que je trouve extrêmement solide parce qu'on a pas mal de témoins. Et puis après, on va voir qu'on a aussi des traces physiques. Ça, c'est relativement nouveau. Donc j'aimerais signaler, peut-être lire un peu un extrait de ce qui s'est passé récemment. C'est que Travis Walton est passé chez un gars qui a une web TV qui s'appelle Joe Rogan, qui est très populaire aux États-Unis. C'est une des plus grandes web TV. Et Joe Rogan s'intéresse aussi à l'ufologie, entre autres. Et il a invité Travis Walton. Et il lui a posé ces questions-là. Il lui a dit, à quoi ressemble-t-il? Donc Travis a dit, c'est une description classique. Donc j'imagine un peu comme les gris. Il a dit des grands yeux, des entités sans pilosité. Ils étaient sans expression. Ils ne semblaient pas communiquer entre eux. Il a dit, le fait qu'ils soient sans expression ont ajouté de l'angoisse à ma terreur du moment. Après avoir bien réfléchi à cela, je pense que s'ils communiquent par télépathie, ils n'ont pas besoin de parler et n'ont donc pas besoin d'afficher d'expression faciale pour se faire comprendre. Il a dit aussi, je pense que c'était un accident, j'ai eu cette idée stupide de m'approcher de l'OVNI et ils m'ont pris à l'intérieur de l'OVNI pour réparer ce qui s'est produit. Eux-mêmes ne s'y attendaient probablement pas. Voilà. Pas rancunier. Pas rancunier du tout. Non, pour lui, l'OVNI n'était pas forcément doué de mauvaises intentions. C'était un accident. Il a été au mauvais endroit au mauvais moment. Il a pas agi d'une manière très, très intelligente. Et puis en fait, les entités ont essayé de réparer un peu leurs bêtises, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le fait de s'être approché de l'OVNI aurait eu des incidences sur lui physiquement. C'est ça. Et du coup, ils l'ont embarqué à bord de l'OVNI pour le soigner et pour limiter les dégâts faits par la proximité avec l'OVNI. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont plutôt sympas. Si c'est le cas, ouais, ils assurent ce qu'on appelle le SAV exogène. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, sur les aspects plutôt physiques, donc en 93, Travis Walton est retourné sur le lieu de l'enlèvement et il a constaté la croissance étrangement rapide de certains arbres aux alentours. Donc en 2014, il est retourné à nouveau sur place avec une équipe de scientifiques. Ils ont analysé la coupe des arbres qui montre que les cercles sont 4 à 5 fois plus grands depuis l'incident. Donc ça veut dire qu'il y a une croissance plus rapide. Donc il y a vraiment eu un effet de l'OVNI sur la végétation, sur l'environnement. Et aussi l'analyse du sol a montré une concentration anormalement élevée de fer, de calcium et de potassium à l'endroit de l'enlèvement versus un endroit contrôle un peu plus éloigné où on ne retrouvait pas cette concentration anormalement élevée de fer, de calcium et de potassium. Voilà, ce qui donne un peu du poids à son témoignage. Il faut bien dire, il n'a jamais cherché à gagner en notoriété ou à gagner de l'argent au travers de son récit aussi, Travis Walton. Alors il a quand même fait un peu d'argent, que ce soit à travers les ventes de livres, il y a eu un film, donc... Ouais, mais pas grand-chose. Hein. Alors oui, il y a eu ce film Fire in the Sky. Qui est très exagéré. Ouais, l'épisode de l'enlèvement est pas du tout fidèle, si tu veux, au fait, quoi, à ce qui s'est passé. Mais autrement, il est bon, j'ai vu il y a très longtemps, j'ai vu à sa sortie, j'ai encore un bon souvenir, j'ai trouvé assez bien joué, assez bien produit. Mais par contre, l'enlèvement en tant que tel est pas du tout comme ça c'est produit. Ils en ont rajouté pour... C'est toujours comme ça avec Hollywood, quoi, c'est clair. Puis le bouquin, le bouquin, je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il est devenu très riche avec tout ça, hein, par rapport à tous les désagréments qu'il a connus.
Moi, j'ai tendance à accorder du crédit au témoignage de Travis Walton, mais j'ai du mal à mettre de côté le fait que, oui, les arguments sont recevables, il a toujours eu une certaine notoriété, du moins dans la communauté ufologique, ce Oui, qui fait qu'il est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu au sein de cette communauté. Bref, l'expérience lui confère un statut et quelques ressources qu'il n'aurait pas eu sans. c'est vrai. D'autant qu'il y avait cette histoire aussi à l'époque, petite parenthèse, du contrat des bûcherons. Le chef d'équipe, puisqu'il n'était pas chef d'équipe, dans les 6 bûcherons, il y avait un chef d'équipe, et ils avaient une deadline pour finir l'abattage des arbres, et qu'ils n'étaient vraiment pas sûrs de respecter. Et cette histoire arrangeait bien les choses de ce point de vue-là aussi, puisque, en gros, un accident de ce type au milieu d'un contrat d'abattage d'arbres permettait de justifier qu'ils ne respectent pas cette deadline. Il y avait quelques éléments qui pouvaient être troublants dans l'histoire, mais encore une fois, quand je pèse les éléments pour et contre, j'ai tendance à accorder du crédit à son témoignage. Mhm. Non, l'histoire du contrat, je le connais, mais ouais, quand les sceptiques veulent détruire un cas, ils vont trouver n'importe quel élément pour le détruire. Et c'est ce qui est arrivé avec Philippe Class. Je crois que c'est Philippe Class Oui, qui a détecté cet élément-là. Et je crois qu'en plus, il est discutable. Mais j'ai pas le détail de l'affaire du contrat. Mais je crois que c'est pas aussi blanc ou noir que ça. après on met tous les éléments dans la balance et Ouais, chacun se voilà. fait son avis. Encore une fois, Mhm. moi je pense que Travis Walton dit la vérité. Je peux me tromper. Moi aussi, d'ailleurs. Mais les détecteurs de mensonges, moins. Et ben justement, voyons qu'en disent nos amis remote viewers sur ce qu'a Travis Walton. Ouais, voilà. Donc c'est Joe McMoneagle qui a été, on lui a donné la cible, on lui a donné que des coordonnées, et l'instruction qu'on lui a donnée, c'est d'écrivez la cible et d'écrivez l'intention de la cible. Donc réponse de Joe McMoneagle, je vais tout simplement la lire, hein. Il dit: je perçois une forte luminosité, il y a 2 objets en forme de disque, ils se touchent et cela crée beaucoup d'énergie. Ils planent à environ 2 mètres du sol, ils sont faits d'une matière extrêmement solide, ils semblent métalliques. Et il dit: un halo entoure ces 2 disques, cela dégage de la chaleur pouvant provoquer des brûlures. L'objet mesure environ 10 mètres de diamètre, il émet un léger bourdonnement, il n'y a pas de forme de vie dans l'objet, il se trouve dans une clairière et un être humain est associé à l'objet. Donc l'être humain, c'est Travis Walton. Et il fait là ce dessin que je trouve assez éloquent par rapport à ce qu'on sait du cas. C'est assez bluffant. La seule chose qui est étonnante, c'est le fait qu'il ne détecte aucune trace de vie au sein même de l'aéronef. Bah, en fait, c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que quand Travis Walton se réveille suite à son choc et qu'il se retrouve dans cette grande pièce aseptisée et puis avec ses entités, en fait, l'OVNI est énorme. Quand il se réveille à l'intérieur, il est énorme. Oui, Il fait pas 10 c'est plus mètres. l'ovni de 10 mètres. C'est plus ça, en fait. Ouais, ouais. Il se réveille peut-être dans un autre lieu que l'ovni qu'il a approché. C'est ça. Ouais, ouais. Mhm. Ça pourrait Ouais. expliquer. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait perturbé dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est un ovni, bon, on imagine l'ovni de 10 mètres, on voit à peu près ce que ça représente, et lui, sa description de l'intérieur du vaisseau, je sais, il passe d'une pièce à une autre, Oui, c'est enfin, on a ça. l'impression qu'il se bat dans une grande villa, alors que c'est un ovni de 10 mètres, donc oui, effectivement, ça semble cohérent. Mhm. Donc je vais passer à la prochaine. Bon, on est toujours sur le décrivez la cible, décrivez l'intention de la cible. Alors après, il dit: je ressens une deuxième cible. Il dit: des êtres humains sont associés à cette cible, peut-être au nombre de 4. Ces humains paniquent, ils s'enfuient, ils cherchent à fuir la cible précédente et à rejoindre cette deuxième cible. Cette cible se distancie rapidement de la première cible. L'une des personnes n'est pas dans cette cible en mouvement, il a chuté, il semble qu'il soit blessé. Donc cette deuxième cible, c'est clairement le pick-up, hein, avec les autres bûcherons. Mhm. Il dit: la deuxième cible a quitté la scène, laissant la personne au sol. Il semblerait que cette personne soit blessée à la tête. Il semblerait qu'elle ait été abandonnée sur place. Et puis c'est le cas. Et ensuite, il dit: cet objet est une sonde. Alors, il parle de l'OVNI, hein. Une sonde, il n'y a pas d'équipage. Il est ici pour récolter des échantillons du sol, de l'air et de l'eau. Il peut s'agir d'un objet multidimensionnel. Il semble très dangereux, surtout quand il occupe une position dans notre espace-temps. Donc là, on a déjà des renseignements sur l'intention de la cible. Elle était pas là pour enlever Monsieur Walton, elle était plutôt là pour, je dirais, aller piquer un peu quelques échantillons à nous autres terriens. Et ça corrobore les impressions de Travis Walton sur le fait qu'il n'ait pas voulu l'enlever Mhm. et que c'était pour le prémunir de risques physiques qu'il a été emmené dans le vaisseau. Voilà, c'est ça.
Et puis ensuite, autre question, prochain slide, décrivez vos impressions, que s'est-il passé durant la période de 5 jours? Je ne sais plus ce qui l'amène à poser la question, mais en gros, il dit, quand l'individu est tombé du véhicule, sa tête a violemment heurté le sol, provoquant une commotion, donc chose qu'on ne savait pas. Il est resté inconscient entre 5 et 10 minutes. Quand il a repris conscience, il s'approcha de l'objet afin de trouver de l'aide. Il ressent une forte douleur à la tête, est désorienté et perd l'équilibre. Il touche l'objet à plusieurs reprises et reçoit de petits chocs électriques. Il dit ensuite, j'ai l'impression que l'objet est conçu de telle sorte qu'il repousse toutes les formes de vie. L'individu est désorienté et cherche maintenant à se distancier de l'objet. Il finit par se coucher par terre. Ses amis arrivent sur le site pour le récupérer. L'objet est parti. Il fait maintenant complètement nuit et ils sont mal équipés pour une battue nocturne. Ils font l'hypothèse qu'il a été enlevé par l'OVNI et décident de rapporter l'incident au shérif. D'accord, alors là, ça nous donne une version légèrement différente de ce qu'on a pu avoir de l'histoire de Travis Walton, puisque là, à ce stade-là, il est toujours pas dans un OVNI. Ouais, alors ouais, il dit il a été enlevé par l'OVNI. Alors on ne sait pas comment il a été transporté dans l'OVNI, mais effectivement il y a toutes ces histoires où il y a eu une commotion, ça on ne le savait pas, où il reçoit ces petits chocs, où il cherche à toucher l'objet, ensuite à se distancier de l'objet. Donc on a pas mal de détails là que Travis Walton n'a peut-être pas pu se remémorer consciemment. Parce que ses compagnons bûcherons à Travis Walton, si je me souviens bien, parlent d'un rayon qui émane du vaisseau et qui projette en l'air Travis Walton, qui le soulève. Là, c'est pas la version que donne le Remote Viewer. Ouais, effectivement. C'est un peu différent. Il y a un déroulé de l'histoire qui est légèrement différent, mais après, comme tu disais tout à l'heure, hein, le Remote Viewer adopte un point de vue. C'est une sorte de caméra sur l'événement et il a peut-être pas toutes les informations non plus. Pas toutes, et puis le Remote Viewer n'est pas toujours à 100% juste non plus. Faut être honnête, hein, je dis voilà, ils sont à 80% juste, mais on a cette idée quand même de choc électrique, de chute et de disparition. Et puis là, on chipote, enfin je chipote, mais quand même, on parle de quelqu'un, encore une fois, à qui on a donné une suite incohérente de chiffres, et qui, à partir de ça, a pu détecter toutes ces informations-là qui sont... oui, on parlait tout à l'heure de 80% de fiabilité sur les bons Remote Viewer, on les a largement là. Ah ouais, non, alors là, ouais, effectivement. Voilà, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il lui pose la question d'où provient cet objet. C'est ce qu'on veut savoir finalement. C'est qu'est-ce qu'il fait là? Alors qu'est-ce qu'il fait là? On a compris, mais il vient d'où? Alors, attention à la réponse. Il s'agit de Sirius. Toujours. Ah, c'est toujours Sirius. Hein. Oui. Ils viennent tous de Sirius. L'étoile la plus brillante du ciel. Voilà. Bon, après, voilà. Sirius se situe à 6,5 années-lumière de la Terre. Je perçois 7 planètes gravitant autour de cette étoile. Au moins 3 d'entre elles peuvent accueillir des formes de vie évoluées. Il semble qu'une forme de vie intelligente émerge de ce système solaire et qu'elle porte un intérêt prononcé au monde habité alentour. Voilà. Et puis, il a fait ce petit dessin, en fait, ces petites cartes célestes. Donc si un jour on peut aller leur rendre visite, on saura où aller. On connaît la route, il n'y a plus qu'à mettre les coordonnées dans le GPS. On y va. C'est quand même assez bluffant d'avoir... Voilà, encore une fois, on voit tout ce que le remote viewing peut amener, toujours à prendre avec un peu de recul pour essayer de voir quel biais pourrait amener vers ces informations. On sait que ces remote viewers sont pas des mythomanes et que ça sort pas de leur imagination. Il y a une vraie information qui est transmise intuitivement, enfin qui vont récupérer intuitivement, mais en tout cas ça nous permet quand même d'aller drôlement plus loin sur certains dossiers qu'on pensait extrêmement connus, qu'on a fouillé, investigué dans tous les sens. Le cas Travis Walton, il y a je ne sais pas combien de livres qui sont sortis là-dessus, d'émissions, nous-mêmes sur Nuria TV on y a passé du temps, et pourtant là il nous amène des informations novatrices qui complètent le dossier, qui l'éclairent sous un nouveau jour. Complètement. Après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, on est bien d'accord, on ne peut pas vérifier ces informations, mais elles viennent en complément, on va dire. Exactement. C'est comme ça que je vois les choses.